Manuel de l'anti-rentrée littéraire, Philippe Ramy, Monarque. Si j'avais à me présenter aux dieux de l'ancienne Égypte, qui pèsent le cœur des hommes sur une balance, je leur raconterais une histoire. C'est l'été, je suis couché sur une chaise longue dans la cour. Mes jambes opérées me font mal. De l'autre côté de la haie d'hortensia, des paysans livrent du lait à la crèmerie. Leurs voix sont couvertes par le bruit des bidons vides lancés sur les charrettes. Je me redresse pour mieux entendre. Les tringles métalliques dans mes os me déchirent. Je retombe. Ces hommes pleins d'assurance me font horreur. Je hais leur force, leur vanité. Je voudrais les voir ramper comme je rampe depuis toujours. Puis je m'apaise. Il fait beau, il n'y a plus ni force, ni faiblesse, ni colère, ni tristesse. En quittant la chambre de mon père, j'ai empoché le pélican. Les pompes funèbres ont appelé. Leur véhicule était bloqué par la neige. Il faudrait attendre le lendemain pour la levée du corps. J'ai regagné ma chambre, déposé le pélican sur ma table de chevet. L'horloge du village a sonné. Troublé de n'éprouver aucun chagrin, je suis retourné auprès de mon père. Son lit était éclairé par la lune. Je n'ai pas allumé. Une odeur amère et sucrée, une lumière neutre, un silence absolu. Et Adélie, si présent, soudain investi de pouvoirs surnaturels, capable de voir sous ses paupières closes, de parler à travers ses lèvres pincées, prisonnier de la même éternité. J'ouvre une fenêtre, retire la serviette aux oreilles de lapin avant de m'asseoir au bord du lit, une main sur celle de mon père. Un nuage passe devant la lune, projetant une ombre sur le mort qui semble s'animer. Son visage s'éclaire à mesure qu'il essaye de dire ce qu'il est seul à voir. Il fixe le mur devant lui. Il prononce le nom de ses parents, de ses grands-parents, de leurs parents. Et plus loin en amont remonte le fil des générations jusqu'à ce que cette étrange litanie portée par une voix aiguë mêlée de hoquets s'effondre dans les graves, trouve des inflexions bestiales. Il vole, gronde. Son français s'effrite, se décolle par plaques comme le crépi d'un vieux mur, libère des consonances arabes, pharaoniques, minérales. Sa voix descend encore, plonge vers l'origine, une modulation, un murmure de caverne. Il parle la langue des grands singes, des arbres et du soleil. Je le regarde, je repense à ces enfants tibétains venus au monde avec un sourire de mélancolie heureuse qui ne les quitte pas du berceau à la tombe, devenus lamas ou restés garçons de ferme. Ils s'accordent aux profondes vallées de l'Himalaya, aux cimes glacées, en déployant leurs rames comme une voile. Ils planent avec les aigles, ils croissent entre les mondes enveloppés de fumée avec les mirages célestes qui se forment à la pointe des continents. L'un de ces êtres vit devant moi dans une ferme du plateau vaudois. Adieu, père. Peut-être as-tu aujourd'hui la réponse à la question que je t'ai posée un jour en rentrant de l'école. Sais-tu qu'il existe en Inde un homme capable d'opérer les âmes ? Tu avais ricané en me demandant qui m'avait raconté de pareilles sottises. Tu sais désormais si un tel sage existe, s'il vit, comme je le prétendais, sur un bateau hôpital amarré dans un port du nom d'Alappuzha Guruyavur, le plus haut port du monde, perché si haut dans les montagnes que les navires y accostent par la voie des airs. Sortant de mon rêve éveillé, j'ai refermé la fenêtre, allumé une lampe. Le mort s'est ramassé dans ses ombres, une chose qui semblait désormais ne jamais avoir été vivante. Ma mère ne viendrait pas me rejoindre avant longtemps, et j'entendrais grincer la porte de sa chambre qu'elle devrait traverser avant de pousser encore un battant pour arriver jusqu'ici. J'ai fait le tour du lit jusqu'à l'armoire, avec un sentiment de puissance inconnue. J'étais seul dans cette pièce, seul à cet étage, seul homme de la famille, désormais. J'ai ouvert l'armoire, son complet, 3 chemises,
une robe de chambre, plusieurs bleus de travail, des pulls en grosse laine, des pantalons en velours côtelé, par terre des chaussures et des sandales, ainsi qu'un grand sac blanchâtre en plastique épais, fermé par du fil de fer. Je l'ai sorti de l'armoire, puis après avoir défait le lien entortillé, j'ai renversé son contenu sur la couverture de laine, entre la jambe gauche du mort et le bord du lit. Une avalanche de bas de femmes, de toute taille, de toute couleur, tons pastel ou criards, bas à couture en soie, bas moulés en nylon, mais pas une seule paire assortie. Une pieuvre bariolée et odorante, une centaine de trophées collectés dans le plus grand secret. Par la fenêtre, le Jura étirait sa masse cobalt. L'épine dorsale métallique de la ligne à haute tension se perdait à l'horizon. Si peu de mots pour dire les beautés familières, pour traduire la volonté de ce père qui me parlait désormais d'aussi loin. Certains bas étaient brodés de fils d'or rehaussés de dentelle. Sur d'autres, une couture s'arrondissait comme un œil à la naissance de la cuisse et au-dessus du talon. La plupart étaient filés. J'ai passé 1 heure, peut-être 2, parmi ces lambeaux de femmes. Quand la porte d'entrée a claqué, je fourrai l'ensemble dans le sac et le sac dans une poubelle de la remise. Ce versant de la vie de mon père n'avait jamais existé. C'est ainsi que j'ai commencé à réinventer son histoire. Il y avait aussi une photo dans le fond du sac. Seul visage de ce musée du désir anonyme. Le portrait d'une femme aux yeux et aux cheveux clairs. Elle posait de 3/4. Dans un costume d'Amazone, assise sur une selle de chameau. Au dos de l'image, mon père avait écrit « Maman, Le Caire, 1913 ». Il y a bien 15 ans que je lis ce qu'écrit Philippe Ramy dans un jeu qui est passé de la poésie à la fiction, de la fiction à des expériences de vie basées sur le voyage. Ici, Tel Aviv, en ce moment, la Floride, il y en a eu d'autres, Shanghai. Et puis, à un moment donné, l'expérience personnelle à laquelle on se distend en allant à l'autre bout du monde. Et c'est pas facile pour Ramy avec cette maladie des os de verre et l'histoire qu'il porte. Tout d'un coup, dans ces villes, au loin, jusqu'à Tel Aviv, revient ce qu'on affronte au sein de soi et on le cherche à travers même cette expérience du voyage. Et je crois que avec Monarque, qu'est-ce que c'est Monarque? Rien, le nom d'un papillon commun, si léger. Le Philippe Ramy, il est là, au milieu, devant nous.